Ce sont les vacances parlementaires, mais les députés continuent et les sénateurs aussi continuent à travailler. Et puis, ils ont un programme chargé pour la rentrée, c'est-à-dire dans quelques jours, avec notamment la réforme des institutions. C'est avec Hugues Rançon que nous sommes ce matin, qui est député En Marche de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Hugues Rançon, bonjour. Bonjour Yves. Alors, marathon dans les derniers jours, là, avant la coupure, la rupture, avec la loi Asile et Immigration. Est-ce que votre groupe en sort renforcé ou plutôt divisé de cette histoire? Je crois que c'est un moment important de la vie du groupe majoritaire qui a, peut-être pour la première fois de la législature, pu faire preuve de sa vitalité et de son utilité. C'est-à-dire de ses divisions. Vitalité parce que nous avons eu justement le temps des échanges, des points de vue différents, divergents. Nous avons pu confronter nos visions par rapport à ce texte assez important. Et puis l'utilité aussi, au-delà de la vitalité, c'est que ce travail que nous avons mené sous l'autorité de Richard Ferrand à l'Assemblée nationale, ça nous a permis justement d'avoir des avancées, de pouvoir contribuer à des infléchissements, à des enrichissements du texte. La troupe en sort et au renforcée. fond, je crois que le groupe sort assez renforcé de ce qui pouvait être interprété ici ou là comme un obstacle, une épreuve. Nous avons su faire preuve justement de l'utilité du groupe, de la vitalité du groupe. Vous savez, le Parlement, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Il a aussi vocation à enrichir des projets et on ne peut pas nous dire que lorsque nous n'enrichissons pas les projets, nous serions des godillots. Et lorsque nous avons ces débats, nous avons ces enrichissements, nous avons ces échanges de points de vue et que nous voulons justement travailler à rendre les textes plus pertinents, eh bien nous serions à la rupture ou à la limite de la fronde. Aujourd'hui, nous sommes dans le fonctionnement normal d'un groupe majoritaire. Il n'y a pas de frondeurs. Les frondeurs dehors. Jean-Michel Clément, vous en avez perdu un. Jean-Michel Clément, il a voté contre le texte. Hors du groupe. Il a souhaité en effet démissionner. Vous savez, moi je n'ai jamais été favorable aux mécaniques d'exclusion. Je pense que l'exclusion c'est une preuve en réalité. Non, mais en dehors de la langue de bois. De faiblesse. L'exclusion est une faiblesse. L'ostratisation, en est une également. Aujourd'hui, je crois que nous avons trouvé une solution intelligente. Celui qui a voulu voter contre le texte et qui par ailleurs a considéré que sur un certain nombre de points par rapport à ses convictions personnelles, ça n'était pas en lien avec ce à quoi il croyait, eh bien, il a souhaité se mettre en marge du groupe. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que précisément, nous n'avons pas vocation à exclure, nous avons vocation à faire en sorte de rassembler. C'est l'ADN d'En Marche. Nous sommes venus derrière un programme et derrière des idées. Les socialistes, nous sommes venus, cher Yves Tréhard, derrière un programme et des idées, en venant de familles politiques différentes, avec des horizons politiques et des perceptions différentes. Nous les faisons vivre, et c'est ça toute la richesse de ce mouvement. Il y en a certains chez vous qui disaient il faut une jambe gauche et une jambe droite, puisqu'on est central, donc il faut deux jambes. Alors, certains disaient il faut être un peu plus à gauche, et puis d'autres qui disent non, il faut plutôt être un peu à droite. Votre opinion, ça reste central ou vous avez deux jambes? On a évidemment deux jambes. Nous avons un programme équilibré. Nous voulons sortir évidemment des logiques ou de la grille de lecture qui consistera à dire que nous sommes à droite ou nous sommes à gauche. Nous voulons être équilibrés dans notre approche. Nous voulons créer des richesses avant de pouvoir les redistribuer. Mais je tiens à vous le dire aujourd'hui. Évidemment, nous devons mieux défendre le projet de société et la vision de la société, une société inclusive où chacun doit pouvoir trouver... Inclusive, c'est le nouveau mot. Chacun doit pouvoir trouver sa place. C'est le fait que chacun, quelle que soit sa condition, quel que soit son handicap, sa maladie, sa sexualité, sa religion... Il y a un problème. Non, c'est le projet politique de la République En Marche. Vous avez un projet qui consiste en réalité en 3 points. Le premier point, c'est d'avoir une France dynamique, moderne, qui se réforme. Le deuxième point, c'est précisément d'avoir ce projet de société inclusive où chacun peut trouver sa place et où chacun a apporté quelque chose. Et puis le troisième point, c'est d'avoir un État fort, avec des services publics concentrés, avec des moyens plus efficaces qui garantissent à la fois la présence de l'État sur le territoire et la sécurité de nos concitoyens. François de Rugy, ce matin, sur une chaîne parlementaire, ce matin à propos de Gérard Larcher sur la réforme des institutions, je salue cette forme de courage qu'il a eu de ne pas rester dans une posture d'opposant. Eh bien, il faut absolument mener à bien ce chantier. François de Rugy, qui est dans la majorité, qui est président de l'Assemblée nationale, qui parle de Gérard Larcher, qui est dans l'opposition, les Républicains. Ça va bien se passer, cette réforme des institutions? Ça doit bien se passer, parce que
La réforme des institutions, redonnant un peu son sens, il s'agit pour nous de moderniser la démocratie, de transformer les règles de la vie démocratique dans ce pays. Et c'est, à mes yeux, au moins aussi important que la transformation économique ou sociale. Pourquoi ? Permettez-moi justement de vous repréciser le sens. N'oublions pas les conditions dans lesquelles nous avons été élus l'année dernière. Un Français sur deux n'a pas souhaité se mobiliser pour des élections qui étaient fondamentales pour le pays. Sur ceux qui se sont mobilisés, 1 sur 2 a fait le choix de retourner la table des partis populistes, extrémistes. Nous devons avoir en tête que les Français mettent en cause leurs institutions et que nous devons apporter des réponses nouvelles pour moderniser les institutions. On y verra plus clair et on sortira des sentiers battus. À vos questions, et au fond, recréer la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Quel est le calendrier ? Le calendrier de cette réforme. Elle est aujourd'hui présentée, en tout cas la réforme constitutionnelle. Vous savez qu'il y a plusieurs textes, loi organique, loi ordinaire, une loi constitutionnelle, enfin une réforme constitutionnelle, dans laquelle on va mettre la suppression de la Cour de justice de la République, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. La loi ordinaire nous permettra de parler de la question du mode de scrutin. Alors, non, mais j'ai pas terminé. Vous me laissez terminer. La Corse, ça va être la réforme constitutionnelle. Après, vous avez une loi ordinaire sur le mode de scrutin. Et puis, vous avez une loi organique qui concerne quoi ? La loi organique, c'est sur le nombre de parlementaires. Le nombre de parlementaires. Tout ça, c'est terminé quand ? Alors, c'est pas comme ça que les choses se passent. Oui, non, mais j'entends bien, mais ça devrait se terminer quand ? Aujourd'hui, nous sommes dans une procédure où le texte est au Conseil d'État, ce sera présenté au Conseil des ministres, puis vous aurez ensuite la procédure traditionnelle qui consistera à avoir une lecture à l'Assemblée nationale, puis le Sénat, et une lecture au Sénat. Il faut, sur une révision constitutionnelle, que le texte soit adopté dans les mêmes termes par les deux chambres. À l'issue de ce processus-là, le président de la République convoquera le Congrès pour que le texte soit adopté à la majorité des 3/5. Aujourd'hui, nous sommes dans ce processus législatif. Vous avez des parlementaires, des députés et des sénateurs qui auront à enrichir la réforme constitutionnelle, est-ce qu'elle sera, à votre avis, adoptée ? Elle sera évidemment adoptée. Facilement. Elle ne sera pas forcément adoptée parce qu'on sait que les points d'achoppement, ils sont ailleurs. Parce qu'on sait qu'il y a des conservatismes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des forces politiques qui ont intérêt à préserver... Là où ça risque de gripper... Vous avez des forces politiques qui ont intérêt à préserver le système. Ça va gripper sur la réforme constitutionnelle, ça grippe sur quoi ? Sur la Corse ? Ça ne grippera pas sur la Corse, ça peut gripper sur la baisse du nombre de parlementaires. Non mais ça c'est pas la réforme constitutionnelle. Ça peut gripper sur la... Soyons clairs. Ça peut gripper sur la baisse du nombre de parlementaires. Soyons clairs, on n'y comprend rien. Vous êtes en train de tout mélanger. Non. Je vous pose une question sur la réforme constitutionnelle. Oui. Quand est-ce que ça peut gripper ? Ça peut gripper parce que vous avez voulu faire une liste exhaustive de ce qui est présenté. Vous avez oublié certains points, notamment la réflexion sur le temps législatif, pour raccourcir le temps législatif. Ça c'est dans la réforme constitutionnelle. C'est dans la réforme constitutionnelle. Est-ce que M. Larcher a mis de l'eau dans son vin ? Et que, évidemment, le Sénat, aujourd'hui, ne souhaite pas avancer sur un certain nombre de points. Ça risque de gripper, dont celui-là. Donc ça risque de gripper. Aujourd'hui, nous voulons aller, et je le répète, mener cette réforme à son terme, parce que c'est au cœur de notre programme. On s'en doute, mais je vous dis, est-ce que ça va gripper ? Ça peut gripper, je ne suis pas devin. La réforme organique. Je vous dis aujourd'hui que nous avons vocation à la mener à son terme. La réforme organique, est-ce qu'elle peut gripper ? La réforme organique qui consiste à baisser le nombre de parlementaires, aujourd'hui je crois qu'il y a un terrain d'entente. Et aujourd'hui, je pense que le travail qui a été fait par Gérard Larcher, par François de Rugy, en lien avec le président de la République, nous permet d'avoir justement un point d'équilibre pour faire en sorte que nos institutions de la Ve République soient plus moderne, plus efficace. La loi ordinaire sur le mode de scrutin. Oui. Aujourd'hui, vous avez un Alors, Madame Jacqueline Gouraud, qui était à votre place la semaine dernière, a dit 15%, chez moi, ils ne sont pas très contents au MoDem, parce que François Bayrou voulait plus. Est-ce qu'elle avait l'espoir qu'on puisse arriver à 20% ? 15%, c'est un bon point d'équilibre. Nous nous sommes engagés à ouvrir justement la représentation nationale à une meilleure représentativité, à faire en sorte que des forces politiques puissent intégrer l'Assemblée nationale. Ça passe par une évolution du mode de scrutin. La représentation proportionnelle le permet, mais il ne faut pas que cette ouverture se fasse au détriment de l'équilibre institutionnel. On n'ira pas au-delà de 15%. Lorsque nous voyons le modèle italien ou lorsque nous voyons aussi ce qui s'est passé en Allemagne ces dernières semaines, on se rend bien compte que rien ne serait pire que d'avoir à trouver des majorités dans des couloirs par des discussions d'arrière-boutique. Une ministre du gouvernement sera déçue. Aujourd'hui, je vous indique que le point d'équilibre qui a été trouvé à 15%, en tout cas, me convient à titre personnel et je le défendrai. On n'en bougera pas. Au-delà, ça me paraîtrait un peu excessif pour cette exigence de stabilité et de clarté pour les Français de dégager des majorités claires et nettes pour avancer sur des programmes de réforme. Comment vous allez pouvoir, sur le non-cumul dans le temps, vous entendre avec
l'opposition et notamment le président du Sénat. Vous savez, le non-cumul dans le temps, ça va nous permettre, à partir des prochaines élections, de cumuler 3 mandats successifs. Oui. C'est-à-dire que pour le Sénat, le prochain sénateur, qui n'est pas encore sénateur aujourd'hui, Ouais. pourrait être élu à la prochaine élection pour 18 ans. Ouais. Si on C'est pas mal. considère que 18 ans, ça ne permet pas à ce sénateur d'être efficace, c'est qu'il y a vraiment un problème dans le fonctionnement de la Vous savez qu'avec cette démocratie. histoire de non-cumul, on vous fait un reproche, pas uniquement dans l'opposition d'ailleurs, beaucoup d'observateurs le disent, de déconnexion des parlementaires par rapport au terrain. C'est-à-dire que non-cumul des mandats, vous ne pouvez pas être parlementaire et maire, sauf d'une commune de moins de 9000 habitants. Déconnexion aussi parce que vous ne pouvez pas vous installer suffisamment de temps sur votre territoire. À quoi sert un Et en parlement plus, c'est un reproche qu'ont fait beaucoup aux députés de La République En Marche, qui sont par définition nouveaux, et qu'on ne voit pas beaucoup sur le terrain. Ça, c'est une attaque qui me paraît assez inexacte, ou en tout Ah cas bon? gratuite, Mais vous êtes parce à que, Paris, donc vous sortez d'ici, oui, vous êtes dans je votre pense que tous mes circonscription. collègues de La République En Marche font un Ouais. travail remarquable sur le terrain, Ouais. que chacun sait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne cumulent pas les mandats et que du coup... Ça il y a vous fait une- pas peur, il y a une cette forme. déconnexion Non, parce qu'en qui va réalité, avec la fracture à quoi territoriale, sert un hein. parlementaire? C'est quoi la mission d'un député? C'est quoi la mission d'un sénateur? C'est de C'est de voter la voter des loi, lois. de contrôler le gouvernement et de rentrer maintenant dans une logique d'évaluation Oui, mais des d'écouter politiques ses publiques. administrés aussi. Moi, je ne suis pas élu local. Vous êtes élu du peuple. Je ne on suis le pas sait. élu local, je suis élu de la nation. Je sais. Il faut arrêter avec cette fiction selon laquelle le député serait un super maire Quand vous habitez dans la Creuse, ou un supérieur hiérarchique Et aux comme différentes quand collectivités vous habitez locales. dans la Creuse, Ce comment vous lien faites? avec le territoire, il est important parce qu'il nous permet justement d'avoir des remontées d'informations et de pouvoir évoluer sur le terrain si ce qui est créé par le législateur est efficace et Ça ne pertinent. vous fait pas peur, cette déconnexion? Mais le parlementaire n'est pas un élu local. Donc cette déconnexion ne me fait pas peur. Et aujourd'hui, je crois que nous devons avoir, vis-à-vis des Français, un discours de vérité, un Mais langage vous de entendez, vérité. Ça monte d'ailleurs la fracture territoriale et tout ça, ça ne vous fait pas peur? Mais ça n'a rien à voir avec la réforme institutionnelle. Aujourd'hui, Ok. nous voulons rendre Vous ne voulez pas voir de... nos institutions rapport. plus efficaces, plus modernes, plus dynamiques, pour éviter de tomber dans l'inconnu de la 6ème République et de ne pas retomber justement dans les travers de la 4e. Le 7 mai, normalement, le Premier ministre doit rencontrer les syndicats, Oui. un par un, de la SNCF, à propos de cette réforme de la SNCF. Ça a été interprété hier soir par beaucoup d'observateurs, et notamment par les syndicats aussi, comme une espèce de recul de la part du gouvernement. C'est votre avis? Non, non, il n'y a pas de Vous allez recul dire de le la part contraire? du gouvernement. Le Premier ministre rentre dans la 2e phase de concertation et de négociation, une phase qui portera sur la réforme du fret, sur la convention collective qui nous permettra justement d'envisager les conditions de travail des cheminots une fois que le statut aura La été grève va aller éteint. jusqu'au- Et le troisième pilier, c'est de évitera parler une grève justement cet du été? projet On d'entreprise. évitera une grève Aujourd'hui, cet moi, été? je pense que la grève, il faut entendre les revendications. Vous savez, le dialogue social dans ce pays doit être apaisé. Quand les gens manifestent, c'est qu'ils ont un ressenti, c'est qu'ils ont une inquiétude, voire une protestation. Nous devons avoir un dialogue social apaisé. Il n'y a pas de bras de fer, il n'y a pas d'un côté les vainqueurs et de l'autre les vaincus. Il y aura de la part du gouvernement un projet qui permettra à la SNCF de survivre et que dans ces conditions-là, je crois que la grève, on évitera qui aujourd'hui que ça perturbe le quotidien des Que ça usagers, perdure. il faudrait éviter qu'elle perdure trop longtemps, parce qu'elle a un coût. Elle a un D'accord. coût pour les usagers, elle a un coût pour l'économie, et elle a un coût, surtout, vous. pour la SNCF. Et pour vous aussi. Pour la SNCF, je crois que le coût politique, il est assez bien assumé de la part de la majorité. Hugues Rançon est dans les locaux et Jérémy Pontieux nous rejoint pour vos questions. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Rançon. Bonjour. J'avais une première question d'Alain Bertrand sur le chat qui nous dit quels sont les avantages de cette réforme des institutions, mais pour la population. C'est précisément ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à la fois faire en sorte, par exemple, qu'une réforme... Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui annonce une réforme sur un perron d'un ministère, l'effectivité de la mesure, pour le quotidien des Français, c'est 2 ans après. C'est évidemment beaucoup trop long. Aujourd'hui, nous voulons raccourcir ce temps législatif, ce temps politique. Nous voulons revenir aussi sur un certain nombre de dispositions qui, à notre avis, sont complètement anachroniques. Le statut des anciens présidents de la République, la Cour de justice Oui, de la mais ça, République. C'est important Je y suis faire désolé, parce que précisément... Madame Michu, elle s'en fout complètement. Aujourd'hui, mais Madame Michu ça va rien changer à considère sa vie, précisément qu'à un moment donné, les politiques sont dans un régime exorbitant. Vous savez, la réforme des institutions, ce n'est pas uniquement ce qui est annoncé là. Quand on veut moderniser la démocratie, c'est d'abord le pilier législatif que nous avons fait avec la moralisation. Nous avons souhaité revenir sur un certain nombre de
pratiques archaïques sur lesquelles les anciens politiques étaient attachés. Nous avons ensuite engagé un travail avec François de Rugy pour moderniser le fonctionnement de notre Assemblée. Les parlementaires, dans ce cadre, sont revenus sur leur régime de retraite exorbitant. C'est être exemplaire avant de toucher à la retraite. Oui, mais c'est derrière nous, mais nous l'avons fait. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Et le troisième pilier, c'est justement de moderniser nos institutions, faire en sorte qu'il y ait moins de parlementaires et que l'Assemblée nationale soit plus représentative et plus efficace. Alors, les forces de l'ordre procèdent depuis le début de la semaine à une évacuation de nombreux blocus étudiants et il y a un plan qui nous dit mais bon sang, il n'y a pas justifié, ces occupants sont hors la loi, c'est son avis bien entendu. Vous pensez également qu'il n'y a pas justifié vis-à-vis de ces évacuations? Ce que je disais tout à l'heure sur la SNCF, je pense aussi pour les étudiants, la contestation, c'est évidemment légitime dans la République et en démocratie. En revanche, le saccage ou le blocage ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, à la demande des présidents d'université, souhaitent lever des blocages parce qu'ils perturbent le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur dans ce pays. C'est, je crois, l'ordre normal des choses dans un état de droit. Comme par magie, la bataille de Paris est écrite sur l'écran. Alors, vous êtes en... Ça y est, vous êtes en ordre de bataille? Vous savez, Tréa, La République en marche? à chaque fois que je viens sur ce plateau, que vous me faites l'honneur de m'inviter, vous me demandez si je serai candidat à la mairie de Paris. Je vais finir par croire que vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous sommes dans un travail où des parlementaires, où des femmes et des hommes de la République en marche réfléchissent à un projet. Benjamin Griveaux s'active beaucoup. Hein, Benjamin Griveaux s'active. Il y a beaucoup de parlementaires qui s'activent aussi sur le projet parisien parce que nous devons travailler à un calendrier, à une méthode et à un projet. Vous savez, on a deux exigences pour Paris. Avoir un projet pour les Parisiens novateur, avec des propositions concrètes pour l'attractivité économique de la ville, pour faire de cette ville justement un phare pour le pour puisque la vous France n'êtes pas candidat, vous n'allez pas nous développer le projet maintenant. Et vous avez une deuxième exigence qui va être justement de faire venir des gens sur ces listes-là, de faire venir des gens à la politique, parce que c'est ça la promesse de la République. Vous pourriez être candidat. C'est pas avoir des politiques qui vont aller de mandat en mandat, qui vont aller dans des ambitions personnelles contre d'autres ambitions personnelles. Mais je n'ai pas à répondre à cette question aujourd'hui. Je vous dis que nous travaillons sur la méthode et sur le calendrier pour avoir un projet à défendre devant les Parisiens. Si vous étiez candidat, peut-être une question qu'on vous poserait, qu'un internaute vous poserait. Vous êtes député La République en marche de Paris. Comment enrayer l'augmentation des prix des loyers à Paris? Alors, la question des prix des loyers, c'est évidemment quelque chose de très important. On a une loi sur le logement qui va être défendue dans les prochaines lois. Il y a beaucoup de problématiques spécifiques au logement et au territoire parisien. Il y a la question aussi des Airbnb et de ces plateformes qui, justement, créent des ruptures dans le marché locatif parisien. Est efficace de ce point de vue. Mais moi, vous savez, je n'ai pas à juger de la politique qui est menée par des élus locaux, pas plus que les élus locaux n'ont à porter de jugement sur le travail des parlementaires. Je crois que nous devons travailler. Aujourd'hui, la réponse sur la question de logement à Paris, ça passera aussi par le Grand Paris, parce que précisément, par la géographie parisienne et par sa spécificité territoriale, le Grand Paris, nous devons considérer que la réponse adéquate à la question du logement se fera sur un territoire plus large. La définition du Grand Paris par le président de la République. Bien sûr, le président de la République, je crois, fera des annonces avant l'été, mais je n'ai pas de calendrier particulier à vous annoncer aujourd'hui. Il y a eu du retard parce qu'il y a beaucoup de discussions. Parce que vous savez, quand on lance une réforme aussi importante, il faut avoir le soutien des acteurs et surtout des dispositifs efficaces et pertinents. Jérémy. Alors, le ressenti de Gis Nivette, dernière question. Tous les Français ont leur pouvoir d'achat qui baisse de plus en plus. Et depuis En Marche, ça ne s'arrange pas. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que c'est un reproche qui est fait souvent. Il y a un ressenti, vous savez, c'est le sentiment d'un pouvoir d'achat qui baisse, c'est comme le sentiment de sécurité ou d'insécurité à l'époque. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir d'achat, en tout cas une feuille de paye qui a permis justement à 21 millions de salariés d'être mieux payés à partir du 1er janvier. Pardon de vous le dire, mais c'est quand même, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Vous avez une politique active justement qui permettra de ne pas avoir de taxes supplémentaires. Le président de la République s'y est engagé. D'avoir une feuille de paye... Même pour payer la dette de la SNCF. Mais même pour payer la dette de la SNCF, je crois que l'engagement du président là-dessus est très clair. Il n'y aura pas d'impôts supplémentaires, il n'y aura pas d'impôts nouveaux, il n'y aura pas de prélèvements supplémentaires. La dette de la SNCF, si l'État est amené à la reprendre, ça sera une charge supplémentaire ce sera évidemment un coût, puisque cette dette, si elle est reprise par l'État, derrière, c'est le contribuable qui assure les recettes de l'État. Et ça se fera évidemment par économie. Mais il n'y aura pas de prélèvements obligatoires nouveaux. C'est un engagement du président de la République et les députés de la majorité seront très attachés à ce que cet engagement soit tenu. Hugues Rançon, qui est député de Paris, nous a parlé un peu de la réforme des institutions et puis aussi de la situation économique du pays. Merci Hugues Rançon de vous être prêté à nos questions, aux questions des internautes avec la médiation de Jérémy Pontieux. À demain pour de nouvelles aventures.